Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 7 février 2008 et nous fêtons cette semaine le premier anniversaire de Reichmann TV. Depuis un an, nous avons réalisé 74 émissions et le numéro d'Entre nous soit dit que je vais vous présenter aujourd'hui est le 37e de cette série. Un an au cours duquel nous avons essayé sans cesse d'améliorer la qualité de nos émissions. Ce n'est pas toujours très facile parce que cela dépend bien entendu de beaucoup de problèmes techniques et également de la possibilité que nous avons de retenir tel ou tel invité. Mais dans l'ensemble, je crois, d'après les messages que nous recevons, nous avons rempli notre contrat qui était purement moral, bien entendu, avec vous, que nous ne connaissions pas tous, loin de là, puisque vous êtes très nombreux à nous regarder, mais contrat qui s'inscrit dans la ligne d'une action que nous avons menée depuis longtemps et qui vise tout simplement à rendre à la France un peu plus de démocratie. Aujourd'hui donc, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui fut le premier invité de Reichmann TV, Gérard Pince, bonjour. Bonjour Claude. Nous sommes ravis de vous accueillir pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes un des principaux orateurs et animateurs de la Révolution bleue, et puis parce que vous êtes un homme d'une grande compétence. Je rappelle que vous êtes un économiste, et vous avez fait la plus grande partie de votre carrière dans la Banque internationale. Donc les événements qui se déroulent en ce moment dans le monde entier sont des événements qui ne vous prennent pas tout à fait par surprise, c'est le moins qu'on puisse dire, et sur lesquels, bien entendu, nous attendons vos lumières. Mais la situation exigera de plus amples développements également sur les conséquences de cette crise, notamment sur le plan bancaire et économique. Nous aurons à parler également des élections américaines qui sont en train de se dérouler sur le terrain des primaires. Et puis, il faudra sans doute en venir après à la situation française qui soulève, je crois, de très grandes inquiétudes, à la fois de ceux qui connaissent la situation réellement et puis de ceux qui, sans la connaître tout à fait, se doutent bien qu'elle est grave. Donc, commençons, si vous le voulez bien, mon cher Gérard, par cette crise financière qui a commencé aux États-Unis il y a une dizaine de mois environ et qui a commencé par ce que l'on a appelé la crise des subprimes, c'est-à-dire les prêts hypothécaires. Alors, est-ce que cette crise est d'une ampleur telle qu'elle menace réellement l'ensemble du système, ou est-ce que finalement, concernant, certes, un nombre relativement restreint de personnes, vous avez dit dans une de vos chroniques que ça représentait à peu près 1 million de personnes sur 300 millions d'Américains, ce n'est quand même pas un chiffre énorme, mais les engagements financiers des banques, quant à eux, étaient très importants. Donc, où en sommes-nous exactement de cette crise ? Bien, écoutez Claude, tout d'abord, je suis très heureux de venir ici, puisque effectivement, comme vous le rappeliez, je crois qu'on a fait la première émission ensemble avec Jean-Christophe Mounique, donc c'est un plaisir de revenir et de voir justement tout le succès qu'a pris Reichmann TV, puisque ça fait beaucoup d'émissions et avec des invités d'ailleurs illustres. En ce qui concerne cette crise, je crois qu'il y a deux aspects. D'une part, il faut être prudent à l'égard des exagérations des médias. Moi, j'observais un petit peu ces derniers temps que même lorsqu'il ne se passe rien, les médias ont tendance toujours à essayer de trouver des événements extraordinaires. Alors, on entend sans arrêt en ce moment parler de crise générale, de très grande dépression, etc., etc. Or, il faut bien voir que les récessions, il y en a eu je ne sais combien depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que c'est un phénomène qui est naturel, qui intervient environ tous les 5 ans, tous les 7 ans en fonction du cycle des affaires, du cycle général des affaires, et que c'est un phénomène d'autre part qui est sain parce que ça permet justement de faire une sorte de purge, c'est-à-dire d'éliminer les entreprises qui se sont créées pendant la période d'expansion et dans l'euphorie, et qui n'ont pas des fondamentaux leur permettant de durer pendant le temps nécessaire à une entreprise. Et d'ailleurs, la crise des subprimes en est une illustration. Dans les périodes de facilité qui durent longtemps, et Dieu sait que la période d'expansion américaine a été forte, soutenue, avec quand même des taux de croissance de 3,5-3% pendant plusieurs années, il y a des pratiques laxistes qui se créent,
était lié en particulier à tous ces octrois déraisonnables de prêts immobiliers à des familles qui n'avaient pas les capacités réelles de rembourser. Ça s'est traduit aussi, et c'est ce qui amplifie, je pense, la crise, par des excès en matière de crédit à la consommation. Les Américains ont eu recours beaucoup à des crédits revolving avec leurs cartes, et on sait que là aussi, ça représente un endettement considérable de l'ordre de 2000 milliards de dollars. Alors bien sûr, la plupart rembourseront, c'est évident, mais néanmoins, il y aura, comme dans toute activité bancaire, des taux de déchets importants, et surtout quand on s'adresse à des catégories qui sont marginales, il est bien certain que le taux est plus important que lorsqu'on s'adresse aux gens qui sont évidemment qui ont davantage de revenus. Donc une récession normale, mais qui est quand même amplifiée, et c'est là au fond l'inconnu, c'est ce qui normalement légitime un peu les inquiétudes que les gens peuvent avoir, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de quoi crier au loup. L'inquiétude vient du système bancaire qui s'est trouvé au cœur justement de ces prêts aussi bien à l'immobilier qu'à la consommation, et qui, suite à toute une série d'opérations là aussi laxistes et liées à l'euphorie, se retrouve souvent avec des pertes considérables. Ce sont des banques américaines qui ont perdu une grande partie de leurs fonds propres et qui ont donc dû être recapitalisées par des fonds souverains d'autres pays. C'est le cas aussi des banques suisses, pourtant réputées en général pour leur prudence et leur solidité, mais qui ont pris également des opérations de pertes considérables. Pour les banques françaises, évidemment, il y a un effet systémique et elles sont nécessairement elles aussi touchées. Bon, semble-t-il, cette crise financière, comme l'indiquait d'ailleurs, je crois, l'un de vos précédents intervenants, est en train de s'estomper parce que les banques centrales, et là c'est une grande différence par rapport à la crise de 1929 qu'on évoquait auparavant, les banques centrales ont injecté de la monnaie pour répondre à toutes les liquidités des banques. Souvenez-vous, en décembre, au moment de la fin de l'année, la BCE avait injecté 329 milliards d'euros. C'était une somme considérable pour permettre aux banques de faire leur fin de mois, si je puis dire. Donc, à partir de là, dans la mesure où les banques centrales jouent leur rôle, et sauf accident majeur qui pourrait venir d'une crise internationale s'ajoutant à la crise financière, personnellement, je fais plutôt partie des gens, un peu comme votre précédent intervenant, sinon optimiste, du moins, disons, sans inquiétude majeure. Je pense qu'on aura peut-être une récession, premier, deuxième trimestre de 2008, peut-être même troisième trimestre, mais que progressivement, les choses devraient revenir dans leur cours normal. Alors, il y a quand même un avantage à ce genre de crise, il faut bien qu'il y en ait quand même, tout n'est pas négatif. Oui. C'est qu'il y a certes une purge qui était nécessaire, et puis il y a aussi un certain nombre de leçons qui vont être tirées. Oui. Je vois, à travers les articles qui sont publiés, à travers les interviews des responsables, que tout le monde, semble-t-il, dans le milieu bancaire et dans le monde économique en général, a pris conscience de l'extrême légèreté avec laquelle on s'est conduit dans cette affaire. On a emprunté de l'argent, on a acheté des titres de la dette dont on n'était même pas sûr qu'ils puissent être à un moment ou l'autre remboursés dans des proportions très importantes. On parle de 500 milliards, peut-être même plus. Donc ce sont des sommes très importantes, mais qui au fond ne sont pas terriblement disproportionnées si on songe que l'ensemble des titrisations, j'en étais resté à un chiffre qui était très inférieur, mais hier j'ai appris que ça n'était même plus 25 000 milliards de dollars qui avaient été titrisés, alors pas seulement pour les subprimes, mais pour l'ensemble des prêts, et qui souvent concernent des entreprises parfaitement saines, mais 50 000 milliards de dollars, ce sont des sommes absolument gigantesques, et on est effectivement dans ce domaine-là entré dans une sphère qui devient difficile à contrôler, et j'ai l'impression que les leçons qui vont être tirées iront quand même vers plus de sévérité et plus de sérieux.
quand même, moi j'avais été très frappé d'entendre, avant la crise des subprimes, sur nos émissions habituelles, nos économistes, ceux qu'on voit tout le temps, puisqu'on voit tout le temps les mêmes, en train de dire, en train de dire, il faut prendre exemple sur ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. C'est-à-dire, il faut recharger les crédits hypothécaires. Donc, on vous incite, ce qui est une aberration au point de vue financier. Vous prenez un crédit long terme, c'est pour financer une immobilisation à long terme. Et là, on disait, ben voilà, comme l'immobilisation augmente du fait de la hausse des prix de l'immobilier, il faut autoriser les gens à reprendre d'autres crédits à long terme, à recharger, ce qu'on disait, recharger leurs crédits, pour financer de la consommation. Mais où avez-vous vu qu'on emprunte à long terme pour financer de la consommation à court terme? Mais n'importe quelle entreprise qui ferait ça, normalement, elle ferait faillite, évidemment. Elle se retrouverait très vite avec un fonds de roulement négatif. Enfin, c'est de la finance d'entreprise élémentaire. Eh bien, on a entendu sur toutes nos télévisions des économistes, les mêmes que ceux qu'on voit aujourd'hui, qui sont les premiers à dire, oh oui, c'est vrai, les subprimes, quand même, il y a eu beaucoup trop d'excès, qui à cette époque-là disaient, c'est bien dommage qu'en France on fasse pas la même chose. On pourrait comme ça favoriser la consommation. Donc ça illustre un peu tous ces excès qu'il y a en période disons, d'expansion. Je vois aussi un autre avantage à cette purge, quand même, c'est que ça devrait avoir des conséquences aussi sur le cours des matières premières. Ça devrait faire baisser le pétrole, ça devrait faire sans doute baisser l'acier, le ciment, enfin toutes ces matières premières de base, du fait que ça aura nécessairement des conséquences sur les pays émergents. Quand j'entends à la télévision aussi nos économistes, je ne sais pas quelles statistiques ils utilisent, je n'en sais rien, mais enfin nous dire, oh bah, les pays émergents, c'est Madame Lagarde même qui disait ça, vont compenser les États-Unis, la récession aux États-Unis, donc nous on ne sera pas atteints. Mais c'est pas sérieux. La Chine et l'Inde évidemment ont des taux de croissance très forts dans la mesure où ils partent de très bas. Bien évidemment, mais leur PIB additionné ne représente que 26% de celui des États-Unis. Donc ils seront nécessairement eux aussi touchés, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'il y a des excès qui font que le taux de croissance de la Chine, qui est de 11%, ne peut pas continuer indéfiniment à ce rythme, sans causer des problèmes externes. Évidemment, hausse des matières premières, et même interne, avec les dégâts écologiques qu'on connaît, etc. Donc nous sommes dans une phase qui est une phase, pourrait-on dire, de clarification. Clarification, oui. De l'économie mondiale. Alors, il est évident que cette clarification va se faire surtout au détriment des économies les plus fragiles. Oui. Il est évident que dans ce contexte, l'économie française est particulièrement visée, puisqu'elle a un taux de croissance nettement plus faible que celui de ses concurrents et partenaires, et que par ailleurs, elle est dans une situation de grand déséquilibre sur le plan de son commerce extérieur. On vient d'annoncer 40 milliards de déficit du commerce extérieur français, alors que l'Allemagne va afficher pas loin de 200 milliards d'excédents avec la même monnaie. Avec la même monnaie, voilà. Bien sûr. Donc nous sommes dans une situation où les prévisions pour l'année 2008 qui est en cours, et qui s'établissaient au-dessus de 2, le budget a été construit sur 2,25 si je me souviens bien, vont manifestement être inférieurs à ce que l'on pouvait attendre, enfin, ce qu'on pouvait attendre, ceux qui nous le disaient, parce que nous savions bien qu'on n'atteindrait pas ces chiffres. Mais ça va donc poser des gros problèmes sur le plan budgétaire, puisque déjà nous avons 40 milliards d'euros, une quarantaine de milliards d'euros de déficit budgétaire, une quinzaine de milliards d'euros de déficit social, la même chose pour l'année prochaine, et donc nous allons nous trouver dans de grandes difficultés. Alors j'entendais un débat, il y a un jour ou deux, sur une télévision, où un économiste distingué, ils le sont tous, mais enfin certains le sont plus que d'autres, nous expliquait qu'il s'agit d'un problème conjoncturel. Et il s'en prenait amicalement à son voisin de table qui, lui, posait des problèmes structurels. Alors j'étais sidéré de cette conversation parce que, pour nous qui connaissons quand même un peu les problèmes, si la France a des problèmes conjoncturels, c'est bien parce qu'elle a un gros problème structurel. Et donc, on se demande comment les gens sont informés dans ces conditions. Bien sûr, non mais moi j'ai été frappé, j'avais assisté aussi à ces débats, et j'ai été surpris par, justement, la vacuité des arguments qui sont avancés par des gens qui se débattent comme des hannetons dans un bocal, qui répètent toujours les mêmes choses, et qui semblent complètement d'ailleurs ignorer les réalités, alors que nous avons quand même un certain nombre de statistiques disponibles.
vous citiez le déficit du commerce extérieur, 39 milliards, c'est énorme. C'est ce qu'on avait d'ailleurs indiqué depuis longtemps. Ça veut dire quoi d'ailleurs, contrairement à ce que disent ces économistes, ça veut dire quoi avoir un déficit de 39 milliards? Ça veut dire déjà qu'on consomme trop. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une consommation qui est excessive par rapport à la production. Et quand on regarde les statistiques d'ailleurs de l'INSEE, on s'aperçoit, et ça avait été souligné une fois par, je crois que c'est par Perlvad, on s'aperçoit que l'augmentation du pouvoir d'achat au cours de ces dernières années a été plus rapide que celle du PIB. Mais cette augmentation de pouvoir d'achat, nous dit l'INSEE, et c'est l'INSEE qui parle, c'est surtout faite au bénéfice des 5% les plus riches et des 10% les plus pauvres. Alors vous comprenez là le sentiment de la classe moyenne, qui elle finalement n'a pas bénéficié pleinement de cette augmentation du pouvoir d'achat, et qui a le sentiment donc de voir son train de vie se dégrader, ce qui est exact. Le paradoxe se résout aisément. Il y a une distorsion au niveau de la consommation entre les différentes catégories sociales, mais globalement, la consommation est trop importante. Alors elle est trop importante pour des raisons que nous connaissons et qui là sont structurelles, c'est l'État-providence, c'est tout ce système d'allocation à la cause de nos différentiels avec l'Allemagne ou d'autres pays. Et là, comme vous l'avez entendu dans cette émission, c'est toujours surprenant, même des professeurs libéraux nous disent qu'il faut réformer l'État, faire des réformes structurelles de l'État. C'est pas là où le bas blesse. C'est dans la protection sociale auquel personne ne veut toucher. C'est dans ce système de sécurité sociale qui appauvrit en fait les gens. C'est là que se trouve le nœud du problème. Mais ça, c'est absolument tabou. On n'en entendra jamais parler. D'ailleurs, pour donner une information très récente à nos téléspectateurs, hier, M. Sarkozy a réuni ce qu'on appelle les forces vives, je les appellerai plutôt les branches mortes, mais enfin, les syndicats, pour résumer, et les syndicats ont dit il ne faut pas se presser, vous savez, si on va trop vite, on fait des bêtises. Il s'agissait de réformer la protection sociale, et finalement, M. Sarkozy semble avoir dit écoutez, on va attendre la fin de l'année, la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, enfin bref, on ne fera rien, rassurez-vous, rien ne changera. Mais, dans le même temps, on entend les mêmes économistes nous expliquer, alors cette fois-ci, ils ont raison, que toute réforme de l'État ne produira ses effets qu'à très très long terme. Bien sûr. Quand vous embauchez un fonctionnaire à 25 ans, on regarde pour la vie, vous l'avez on regarde pour la retraite, voilà, on regarde jusqu'à sa mort. 55 ans à votre charge. Bien sûr. Donc il faut très très Bien longtemps sûr. pour que les choses changent. En revanche, sur les 500 milliards de la protection sociale, là nous avons la possibilité d'agir et d'agir vite. Alors, on reviendra bien sûr dans la deuxième partie de notre émission sur les problèmes français, mais j'aimerais maintenant vous interroger sur une autre question d'actualité, les élections américaines. Donc, en ce moment se déroulent des primaires, on commence à y voir un petit peu plus clair. Chez les démocrates, c'est Hillary Clinton et Barack Obama qui se détachent, et chez les républicains, beaucoup plus nettement, John McCain, suivi par Romney et par Huckabee, mais dans des distances un peu plus longues. Donc, finalement, il semble bien que ça va se jouer entre les trois leaders actuels. Est-ce que vous avez une opinion sur les uns et sur les autres, d'après ce qu'ils ont pu lire? Ils sont très prudents en général, ils ne disent pas grand-chose. Je crois qu'il y a une chose qui est intéressante à noter, déjà, c'est que, et c'est assez curieux, vous voyez par exemple le traité européen, la ratification du traité européen, personne n'en a pratiquement parlé. La presse, personne, ni les journaux, ni les grands médias, c'est passé complètement inaperçu. Et en revanche, je crois que c'est quand même la première fois en France qu'on s'intéresse aux élections américaines avec autant de préavis. Les élections vont avoir lieu dans 7-8 mois, en novembre, et dès maintenant, les gens se passionnent, du moins les médias, je ne sais pas si les gens se passionnent réellement, mais du moins les médias se passionnent pour des primaires qui ont lieu dans tel ou tel État, etc. Bon. Ça illustre au fond une chose, ça illustre en liaison avec la globalisation, au fond, le fait que les États-Unis
qu'on le veuille ou non, et quelles que soient disons, les protestations des souverainistes sur ce point, les États-Unis ont pris un rôle politique tout à fait dirigeant. Ils sont perçus par les gens comme étant en quelque sorte le donjon central de tout le système. Donc le président des États-Unis, on s'y intéresse parce que c'est en quelque sorte le président du monde. Donc tout simplement, c'est l'homme en dernier ressort. Alors en ce qui concerne les élections, je crois que les programmes c'est très difficile parce que au niveau des démocrates ils se ressemblent beaucoup. Au niveau des républicains, il y a des différences plus ou moins obscures pour nous Français entre des problèmes de société qui ont trait, vous savez, à l'avortement, ou autre chose. Bon, j'observe deux choses quand même qui sont intéressantes. D'une part, dans le débat, le problème de l'immigration est entré, alors qu'il se pose dans des conditions, il faut savoir, complètement différentes aux États-Unis de la France, puisque l'immigration qui a lieu aux États-Unis est une immigration essentiellement chrétienne, hispanique, catholique, et de travail. Et de travail dans les mesures où il n'y a pas l'assistanat social que nous avons en France. Le problème de l'immigration est entré quand même dans le débat, et il entraîne d'ailleurs des clivages, parce que ce qui est posé à travers l'immigration aux États-Unis, c'est différent de la France, c'est aussi le problème de la mondialisation. Le fait que l'école bleue, elle aussi, voit leurs usines disparaître ou rachetées par des entreprises extérieures, et que cela crée quand même un malaise général. Alors, à mon avis, de préférence, ma préférence irait évidemment aux républicains. Ça va de soi plutôt à McCain, non pas tellement d'ailleurs à cause de son programme, parce que j'avoue que on ne voit pas toujours très clair, mais surtout en raison de sa personnalité. Je pense que, vu son parcours, c'est un homme courageux, un homme volontaire, et que dans des circonstances difficiles que nous connaissons, on a besoin d'avoir quelqu'un qui tienne debout. On n'a pas besoin de symboles du politiquement correct ou de l'évolution de la société ou de ceci ou de cela. Nous avons besoin, à Washington, en raison de la place des États-Unis, d'avoir quelqu'un qui incarne plutôt, disons, la fermeté, la constance et le courage. Je crois que c'est une idée simple, mais c'est tout. Alors, il se trouve que John McCain est le seul candidat actuellement en lice à avoir dit très clairement, mais avec une grande clarté, qu'en ce qui concerne l'Irak, il était hors de question de se retirer sur une défaite qui n'est d'ailleurs pas du tout assurée, contrairement à ce que l'on dit. Pas du tout. Les Américains, contrairement à ce qu'une presse malveillante, systématiquement malveillante, essaye de démontrer, ont réussi pratiquement à pacifier la quasi-totalité de l'Irak, sauf quelques zones, en particulier Bagdad, qui d'ailleurs est en partie pacifiée. Alors il y a encore des attentats, et des attentats particulièrement cruels, mais surtout désespérés, qui semblent bien indiquer que, contrairement donc à ces assertions, la partie n'est pas complètement perdue, loin de là. Mais c'est une lourde charge, pas tellement sur le plan économique, parce que finalement par rapport à ce que coûtait le Vietnam, c'est très très peu. Mais enfin, c'est quand même une charge. Et donc on a beaucoup exagéré le déclin de George Bush dans l'opinion. Bon, il est vrai qu'après 8 ans, ou presque 8 ans, 7 ans maintenant, de présidence, on est toujours un peu usé, et que les choses sont toujours plus difficiles, mais McCain a dit très clairement qu'il n'était pas question de se retirer, et d'après ce que Mme Clinton laisse entendre, elle ne semble pas, elle non plus, particulièrement décidée à faire en quelque sorte, à tirer une croix sur l'Irak, tirer un trait sur l'Irak. Donc voilà, mais effectivement, j'adhère totalement à votre explication. Oui, je pense qu'il faut quelqu'un de ferme. Je crois qu'on a été un peu intoxiqué en France par toutes les campagnes anti-Bush absolument grotesques, enfin, et ridicules. On pourrait souhaiter avoir en Europe, puisqu'on parlait de l'Europe tout à l'heure, une direction aussi énergique qu'aux États-Unis, en particulier face à la crise. Si la crise reste ou restera, sauf accident majeur, parce que nous ne sommes pas prophètes, mais sauf accident majeur, restera dans des limites raisonnables, c'est bien parce qu'il y a une direction américaine qui a tout de suite lancé
un plan de soutien de l'économie de 150 milliards d'euros, de dollars. C'est bien parce que la Fed a immédiatement réduit massivement ses taux. Donc par rapport à une Europe qui est complètement impuissante, au contraire, on voit bien qu'il y a une direction aux États-Unis qui gouverne. Ce qui n'est pas forcément le cas en France ou en Europe, où on se plaît dans des considérations gémissantes, droit de l'hommisme, etc., etc. Là-bas, il y a quand même quelque chose qui continue à fonctionner. Et quand vous parliez de l'Irak, ça n'a pas été du tout souligné par nos médias, mais effectivement, la situation est en train de tourner à l'avantage des Américains, parce qu'ils ont enfin fait ce qu'ils auraient dû faire d'ailleurs dès le début, c'est-à-dire réutiliser les anciens cadres du parti Baas pour se débarrasser d'Al-Qaïda. Et la population irakienne, et en particulier les anciens militaires, ceux qui soutenaient Saddam Hussein, sont maintenant ulcérés par ces tueries d'Al-Qaïda, qui en est même à utiliser des piles mentaux. C'est monstrueux. Bon, eh bien, là, manifestement, il y a un retournement de l'opinion. Alors, quel sera l'avenir de l'Irak? Il sera plutôt dans un contexte confédéral, avec deux communautés chiites, la communauté sunnite, la communauté kurde, etc. C'était de toute façon une construction artificielle. C'était un État artificiel de toute manière. Et donc, normalement, la situation devrait aller en cet élan. D'ailleurs, les Anglais ont déjà rendu tout le pouvoir à Bassora, qui est quand même la deuxième ville d'Irak, Bassora. Ils se sont pratiquement retirés de Bassora, ça fonctionne comme ça fonctionne. N'attendons pas de miracle, de toute façon, démocratique. Je crois que c'était ça l'illusion, de s'imaginer qu'on allait installer des démocraties partout au Moyen-Orient. Essayons de faire en sorte qu'ils ne s'entretuent pas entre eux, ce serait déjà pas mal. Alors donc, nous allons sur cet espoir très mesuré, très raisonné, clore la première partie de cette émission. Je retiens de cette première partie d'entretien que finalement, ce qu'il faut à un État, et vous l'avez fortement affirmé, c'est une présence vraiment affirmée de la part de ceux qui dirigent l'État. Et ce qui choque finalement énormément la plupart des dirigeants européens, et c'est ce qui les fait souvent, en public au moins, dire du mal de George Bush, c'est qu'au fond, il leur fait honte. Parce que lui, quelle que soit l'opinion que l'on a de sa politique, il l'affirme, et il n'en a jamais changé. Il a changé sa politique en fonction des événements, mais lui a toujours affirmé ses valeurs, et ce sont ces valeurs qui lui permettent de dire à la face du monde, eh bien moi c'est ma politique, je n'ai pas l'intention d'en changer. Et l'Amérique sait se faire ainsi respecter. Alors que les dirigeants européens, quant à eux, et nous parlerons dans un instant des dirigeants français, ont évidemment une politique qui s'apparente beaucoup à celle du chien crevé au final. Oui, exactement. Voilà. Donc nous allons marquer une petite pause technique afin de vous permettre de vous restaurer, d'aller boire un verre, surtout pas d'alcool, sinon politiquement incorrect. Et nous nous retrouverons dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Gérard Pince. Gérard Pince qui est économiste et qui a fait une brillante carrière de banquier international et qui nous aide évidemment à voir clair dans tous ces événements qui impliquent évidemment d'énormes mouvements financiers et de grandes conséquences économiques. Alors, nous avons abordé, mon cher Gérard, au cours de cette première partie, les événements planétaires, financiers, bancaires et autres, ainsi que l'élection présidentielle américaine, et nous allons maintenant nous pencher sur le sort de la France, qui ne va pas bien. Les gens sont inquiets. Un sondage récent a indiqué que 72% des Français sont inquiets pour leur retraite, et ils ont bien raison. D'autres sondages indiquent que le président de la République connaît une chute vertigineuse. Le dernier sondage publié indiquait 13 points de baisse. Et alors, le commentaire qui avait été fait par le directeur de cet institut de sondage, qui n'est pas partisan, mais qui avait analysé les réponses, indiquait, et je crois que c'est la première fois que le terme était employé, que les gens avaient le sentiment d'une imposture. C'est quand même extrêmement grave. Et vous connaissez la prudence de ces gens, quand ils en sont à dire cela, c'est vraisemblablement que l'impression a été forte. Alors effectivement, on peut se poser la question de savoir où l'on en est réellement, parce qu'on assiste à une situation où M. Sarkozy, qui avait fait quand même un certain nombre de promesses, mais surtout qui avait tenu un langage finalement assez clair et assez satisfaisant pour les nécessités du pays, semble se noyer dans un verre d'eau.
car vraiment on s'en aperçoit. Dernier épisode en date, l'affaire des taxis, on en parlera peut-être dans un instant. Bon, n'épiloguons pas sur le caractère insuffisant du nombre de taxis, mais c'est surtout une décision purement technocratique qui a été suggérée par M. Attali, qui n'a aucun mandat pour le faire, et qui a naturellement mis hors d'eux les chauffeurs de taxi, donc c'est le seul bien, leur licence de taxi est leur seul bien, donc on ne peut pas d'un trait de plume rayer ce qui leur demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'épargne, etc. Mais enfin, d'une façon générale, on a le sentiment qu'on est revenu, on ne l'avait jamais quitté d'ailleurs, à ce pouvoir qui toujours recule. Alors, où va-t-on dans ces conditions? Que pensez-vous de cette situation? Je crois, mais enfin c'est une analyse qu'on a souvent fait, que vous avez d'ailleurs vous-même, Claude, bien souvent fait. On a l'impression qu'ils sont arrivés au pouvoir sans avoir de réel programme. D'ailleurs la preuve, puisque après plusieurs mois passés au gouvernement, il demande à M. Attali de faire un véritable programme de gouvernement. Il ne s'agit pas seulement de relancer la croissance, mais un véritable programme de gouvernement, disons, s'étalant sur plusieurs dizaines d'années, etc. Donc, pas de véritable programme en dehors du travailler plus pour gagner plus. Idée intéressante, mais qui n'est pas suffisante. Et surtout, je crois, un mauvais diagnostic de la situation économique. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui font un bon diagnostic? Non, aucun. Regardez les économistes que nous citions tout à l'heure, regardez par exemple les socialistes, regardez même le MoDem, on ne voit aucune analyse de fond, véritablement, des problèmes évidents dont souffre la société française. À partir de là, il n'est pas possible de corriger quoi que ce soit. C'est ce qu'on avait d'ailleurs toujours dit. Hein. On ne veut pas parler de l'immigration, c'est tabou. Hein. On ne veut pas parler de la sécurité sociale et de l'assistanat, c'est tabou. Bon, à partir de là, il n'y a plus rien à dire. On continue, comme vous disiez, c'est la politique du j'ai crevé au fil de l'eau. Et ça peut que se terminer par un pourrissement régulier. Jusqu'au moment, enfin, se terminer par un pourrissement régulier, il va bien y avoir à un moment des réactions de nos partenaires européens. Regardez le déficit du commerce extérieur, c'est intéressant, il y a des gens qui disent « Ah, l'euro nous a anesthésiés ». Enfin bon, il faut se souvenir, quand on avait créé l'euro, que tous les partisans de l'euro disaient « Vous verrez, avec l'euro, ce sera merveilleux, nous serons délivrés de la contrainte extérieure ». C'est ce qui se passe à ce moment. Si nous n'avions pas l'euro, on aurait dû dévaluer au moins 3-4 fois. Hein. Un déficit aussi considérable, ça imposait depuis longtemps des dévaluations. Maintenant, grâce à l'euro, ça ne se produit pas. Et dans un sens, d'ailleurs, au niveau de la zone euro, ça n'affaiblit pas non plus la monnaie euro. Pourquoi? Parce que nos déficits font les excédents de l'Allemagne. En grande partie, si l'Allemagne a un tel excédent, c'est parce que elle a une grande partie de ses exportations sur la France, et elle les a augmentées du fait du déficit français. Donc la zone euro reste globalement, je crois, équilibrée, à peu de choses près sur le plan du commerce extérieur. Mais néanmoins, on ne pourra pas demander longtemps à nos partenaires de financer notre consommation. Hein, et ça se voit bien au niveau, alors, des dépenses publiques, parce que le déficit du commerce extérieur, c'est une chose, mais en matière macroéconomique, ça rejaillit aussi sur les financements des dépenses publiques, et donc c'est là où on sort complètement des clous du traité de Maastricht, et où les autres pays européens qui, eux, ont fait des efforts, qui partant d'une situation qui était mauvaise également, ont fait des efforts, vont être en droit de nous dire, mais maintenant, il faut faire quelque chose. Et alors, je crains qu'on fasse effectivement quoi? Finalement, un plan de rigueur supplémentaire qui va peser sur qui? Sur les classes moyennes. Puisqu'on ne veut pas toucher ni à l'immigration qui creuse complètement nos déficits publics, ni à l'assistanat qui profite largement à cette même immigration, eh bien ce sont encore les classes moyennes qui vont supporter le poids de la rigueur avec une détérioration, à ce moment-là, de la compétitivité française, parce que ça passe par une TVA sociale ou des transferts de charges ou autre, tant qu'on continuera à augmenter les prélèvements obligatoires, on perdra au fur et à mesure notre compétitivité. Hein. Le déficit du commerce extérieur, on a l'air de s'en... Mais nous l'avons dit, mais ça aussi c'est tabou.
Hein, vous entendez constamment des gens qui nous disent, y compris des syndicalistes éminents ou des hommes politiques, la France est très attractive pour les investissements étrangers. Enfin, comment peut-on dire une chose comme ça, mais qui se reporte aux statistiques de l'INSEE? On indique bien les sorties et les entrées. Dans un bilan, on n'étudie pas un bilan en regardant uniquement l'actif, on tient compte du passif. Enfin, je suis effrayé, quand même, effrayé par... J'arrive à ne pas comprendre. Est-ce que c'est de l'incompétence? Je ne crois pas, ce sont des professeurs d'économie, ce sont des hommes... Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est du mensonge? Je crois qu'il doit y avoir une part des deux. Une part des deux. Les statistiques sont disponibles. Elles sont officielles. On voit bien qu'il y a eu beaucoup plus de sorties de capitaux chaque année, et même encore cette année, qu'il n'y a d'entrée de capitaux, d'investissements. Les investissements des Français à l'étranger sont beaucoup plus importants que les investissements des étrangers en France. Quand vous avez les industries qui fichent le camp, comment voulez-vous exporter? Vous importez. Hein? Et c'est dans ce contexte qu'on nous dit maintenant il faut au contraire augmenter l'immigration, alors qu'en réalité il faudrait mieux, vu la balance de nos investissements, avoir de l'immigration, c'est-à-dire que les jeunes Français suivent les investissements à l'étranger. Donc on est dans une situation où le diagnostic est mauvais, absence de programme, et on tourne en rond en nous répétant les mêmes choses depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on va augmenter les prélèvements, on va faire un plan de rigueur sans le dire, on va refaire des ajustements conjoncturels, et ça ne fera que continuer à progressivement ruiner la classe moyenne et la désespérer. Ce que je crains, c'est que tout cela, malheureusement, comme les Français ne sont pas informés, nous savons ce qu'il faut faire, nous l'avons dit, nous l'avons écrit, nous avons fait un diagnostic, il vaut ce qu'il vaut, il est global, bien sûr, on ne peut pas rentrer dans le détail, on n'est pas aux affaires. Mais enfin, quand même, les gens, comme ils ne connaissent pas la véritable cause des problèmes, ils vont se retourner, ils vont zapper de nouveau vers la gauche, qui fera exactement la même chose d'ailleurs, qui fera exactement la même chose, ça s'appellera autrement. On dira, au lieu de faire une TVA sociale, on augmentera l'impôt sur le revenu. Voilà, mais c'est toujours la même politique, oui. Et ce sont toujours les classes moyennes qui en seront les principales. Alors, il y a quand même un aspect qui plaide en faveur d'une réaction à un moment ou à un autre, c'est celui de ce qu'on appelle doctement en économie la variable d'ajustement. On sait bien qu'à partir du moment où ça n'est plus la monnaie qui sert de variable d'ajustement, puisqu'on ne peut pas dévaluer, étant donné que nous sommes dans l'euro, eh bien ce sont les emplois. Oui, les emplois et les activités industrielles, commerciales, de services qui trinquent, mais surtout les activités de production de biens, parce que ça on doit les exporter. Et là, nous sommes face à une situation où tous les jours, des entreprises disparaissent, des emplois disparaissent aussi, ou se délocalisent. On a vu récemment le président de la République se rendre en Lorraine dans cet établissement. C'est grotesque. Ça a été calamiteux, parce qu'il a été applaudi, parce qu'évidemment, ces pauvres gens ont vu dans son déplacement un signe d'espoir. Mais c'est absolument délirant. Ça montre à quel point le pouvoir est dans l'incapacité d'avoir une vision globale économique. On ne va pas investir dans une entreprise qui est privée, qui fait des bénéfices énormes. Cette entreprise, elle a décidé, pour des raisons qui tiennent à sa stratégie, de supprimer une usine ou d'en installer une autre. C'est la loi du marché. Et en plus, je ne vois pas en quoi on peut s'immiscer. En quoi on peut s'immiscer là-dedans? Ou alors il va faire le tour de toute, comme vous disiez dans votre éditorial, il va sauter dans tous les points de France où il y a une usine qui ferme pour trouver une solution. Enfin, ça n'est pas sérieux du tout. Et là, pour le coup, tous les économistes s'en étonnent en disant on peut pas continuer des choses comme ça. Et puis il y a un phénomène quand même qui est, je crois, vous disiez les emplois partent, mais je voyais que en région parisienne, bien des PME ne trouvent pas de repreneurs, ils vont disparaître. Les PME de service, elles peuvent encore se renouveler, mais on citait le cas de très nombreuses PME en région parisienne industrielles qui sont dans l'industrie et qui ne trouvent pas de repreneurs parce que plus personne ne veut se mettre dans l'industrie aussi. Il y a aussi une responsabilité de notre population. Oui, mais la responsabilité de la génération, de la population, suite à l'éducation aussi. Oui, il faut voir comment on traite l'entreprise dans les écoles, etc. Enfin, bon. Tout cela fait qu'effectivement, il y a une tendance de fond à une perte patrimoniale. Au fond, c'est ça.
une perte patrimoniale, non seulement des emplois, mais des savoir-faire, des entreprises qui soit disparaissent, soit partent à l'étranger. Et là, c'est un véritable problème. Et ça va avoir des conséquences inévitables, puisque on ne peut quand même pas éternellement emprunter pour payer des déficits qui s'accroissent régulièrement. Et donc, il va falloir à un moment ou à un autre d'abord dire la vérité aux Français. Ce serait peut-être la première des choses. Deuxièmement, commencer d'esquisser des solutions. Alors là, on est à mille lieues d'évoquer. On est à mille lieues, mais d'évoquer même les solutions. Et dire la vérité aux Français dans le contexte actuel, parce que ça, dans le style de présidence qui a été choisi par Sarkozy, c'est impossible. C'est impossible. Les gens vont dire, ils se moquent de nous. Oui, déjà, le fait qu'il dit qu'il n'y a plus d'argent, déjà, ça paraît choquant compte tenu de son train de vie et de la façon dont il affiche une vie qui plaît finalement uniquement à la petite élite des gens très privilégiés et qui sont de plus en plus privilégiés. Mais les autres, ça les amuse un moment, mais ensuite, il ne faut pas leur demander des sacrifices. Sinon, ça passe pas. Vous citiez la réaction des taxis. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de taxis, c'est vrai. Mais on peut les comprendre. Ces gens-là, ils ont acheté leur licence 180 000 € ou 190 000 €. Et on leur dit, bah maintenant, on va distribuer les licences gratuites. C'est comme si on distribuait les appartements gratuits. Alors, c'est pas possible, ils perdent leur retraite. C'est vrai, leur argument est juste. Mais pourquoi avoir lancé ça comme ça? Ça montre une incohérence incroyable. On va retrouver la même chose avec les marins pêcheurs, avec ceci, avec cela. Dans la mesure où vous affichez un train de vie joyeux en disant « Regardez comme je suis heureux », vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des sacrifices. Or, toutes les corporations devraient en faire. Or, aucune corporation ne veut en faire. Alors, précisément, je crois que la logique de ce système, qui a été particulièrement illustrée par le rapport Attali, que nous avons largement analysé dans nos colonnes diverses, c'est quand même une véritable agression contre les classes moyennes. Car quelles sont les propositions essentielles du rapport Attali? Premièrement, casser tout ce qui peut offrir quelques résistances dans ces professions réglementées, mais curieusement, on ne parle pas de tous les avantages réglementés des fonctionnaires, et notamment des technocrates, qui peuvent aller pantoufler dans des entreprises, revenir dans l'administration. Alors ça, pas un mot à ce sujet. Deuxièmement, on dit l'immigration est nécessaire parce qu'il faudra peser sur les salaires et par conséquent, tout ça est destiné à casser la classe moyenne un peu plus. Donc c'est vraiment un esprit de caste, il n'y a pas d'autre mot. Et cette caste, elle n'a rien appris et rien compris car elle est en train de creuser littéralement sa tombe. Les gens vont bien finir par comprendre que ces technocrates ou ces gens qui gravitent autour du pouvoir ne veulent qu'une chose, continuer de s'enrichir, continuer de bien vivre, et pour cela, ils sont prêts à sacrifier d'un trait de plume la classe moyenne. Et nous sommes réellement dans ce cas de figure, et c'est pour ça, je pense, la véritable raison de la chute dans les sondages de Sarkozy et du gouvernement en général, un peu moins de M. Fillon, comme il ne fait rien, il tombe moins, mais enfin, la véritable raison est là. Je crois que les gens ont très bien compris que finalement, qu'il l'ait voulu ou qu'il le laisse faire, je ne suis pas sûr qu'il l'ait voulu, Sarkozy, mais en tout cas, il laisse faire, c'est simple. Nous sommes dans une situation où vraiment, les classes moyennes sont en danger de mort. Il n'y a pas d'autre mot, elles n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Non, et les classes populaires non plus, d'ailleurs. Les classes populaires non plus, mais les classes moyennes particulièrement, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais ça ne fait que s'aggraver. Ça ne fait que s'aggraver parce qu'il faut distribuer toujours plus d'assistanat et on continue dans la même logique. On continue, on va promettre des primes, on va relever des minima sociaux, on va supprimer, enfin disons pas supprimer, mais réserver, calculer sans doute les allocations familiales en fonction du revenu, alors que c'était quelque chose, la seule allocation que tout le monde touchait. Les forfaits médicaux vont être aussi sans doute calculés sur le revenu, et on continue à avantager des classes populaires, mais qui sont de plus en plus des classes de migrants, parce qu'il en arrive quand même 350 000 par an, et on laisse au contraire s'enrichir très largement tous une classe, une élite, une petite élite mondialisée
qui est la seule à profiter du système. Moi, je suis frappé, vous savez, je regarde souvent les prix. Dès qu'on touche à ce qui était des produits de luxe, qui étaient autrefois quand même à portée de la classe moyenne, on constate une augmentation des prix qui fait que ça devient hors de portée. Je vois une chambre d'hôtel, par exemple, dans un bon rapport qualité-prix, style Hilton ou autre, qui était avant de 120, 130 dollars ou 130 euros la nuit. Maintenant, on arrive à des 300, 400 euros. Il suffit de voir les publicités, d'ailleurs, qu'on voit dans la presse, pour toute une série de produits qui étaient des produits que la classe moyenne pouvait acquérir autrefois, pas tous les jours, mais enfin d'une manière épisodique. Ça devient absolument hors de portée. On a l'impression que tout se concentre au bénéfice d'une toute petite élite, et ça c'est un phénomène d'ailleurs qui est malheureusement assez général et assez mondial. Et puis alors, au contraire, on tire sur la classe moyenne pour abonder les autres qui sont en bas. Et visiblement, le but de faire venir l'immigration, c'est pour faire baisser encore les salaires. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. C'est une véritable agression. C'est une véritable agression. Qui dit son nom. Elle a cet avantage qu'elle dit son nom. Elle a son avantage. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. On voit bien que dans leurs soucis, dans leurs intérêts, dans leurs préoccupations, ils ont le pouvoir d'achat, c'est normal, mais l'immigration, ça vient qu'en 5e, 6e position, parce qu'il ne faut pas la relation entre les deux, et personne ne fait la relation entre les deux. Alors, vous avez une idée, si je puis dire, enfin j'en avais beaucoup, mais celle-ci, c'est la dernière que vous avez publiée, c'est au fond un moyen de résister, le plan Harpagon. Alors, oui. C'est une forme un peu humoristique. Oui, c'est un peu humoristique. Mais enfin, c'est humoristique, mais en même temps, ça répond à des nécessités, parce que, bon, Harpagon, évidemment, il avait quand même une cassette. Oui. Actuellement, les Français n'ont plus beaucoup de cassettes. Ils n'ont plus beaucoup de cassettes. Mais il est vrai que ceux qui disposent encore d'un tout petit peu de revenus, un peu de marge entre le strict nécessaire et le légèrement superflu, peuvent s'inspirer beaucoup de vos propositions qu'on retrouve sur votre site, où le lien est fait sur claude-reichmann.com. Vous dites au fond, quand vous achetez pour 100 euros de marchandises, vous n'avez que 50 euros de marchandises. Donc essayez d'acheter le moins cher. Ne donnez pas à cet État qui se moque de vous et qui vous ruine plus d'argent qu'il n'en mérite. Après tout, traitez-le comme il vous traite. Alors, vous suggérez de réduire quoi finalement? C'est un article évidemment qui a un petit côté humoristique aussi, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne peuvent pas réduire. C'est ce que je faisais ressortir, parce que là aussi ce sont des statistiques de l'INSEE. Vous avez une partie de la population qui a 75% de dépenses contraintes, c'est-à-dire les remboursements de crédit, les remboursements de crédit revolving de consommation, le loyer, les assurances. Les impôts, ces gens-là ne payent pas tellement d'impôts directs, c'est pas le cas. Mais enfin, toutes ces dépenses contraintes représentent, quand ils ont payé tout ça, il leur reste 25% de leur revenu mensuel. Alors comment voulez-vous vivre avec ça? Déjà, alors malheureusement pour cette catégorie de la population, on ne peut pas parler beaucoup de réduction. Mais pour les classes moyennes, oui, il est certain que face à une entreprise qui institutionnellement vise à nous déposséder, et comme vous le disiez très justement, quand on achète, c'est vous qui aviez d'ailleurs lancé cette idée avec l'image du sandwich au jambon. Quand vous achetez un sandwich au jambon, disiez-vous, il y a le jambon, il y a le beurre, mais 50% ce sont des taxes et des impôts. Alors, évidemment, c'est indigeste. Ce qui explique d'ailleurs notre déficit aussi du commerce extérieur. C'est là la véritable raison. C'est le poids des charges et des dépenses publiques. Donc quand vous avez 100 euros, vous n'avez pas 100 euros de marchandises. Vous n'en avez que 50. Donc effectivement, il y a tout intérêt pour ceux qui peuvent d'être beaucoup plus vigilants et de réduire leur consommation, d'essayer de revoir leur budget, de réduire le plus possible tout le superflu, et je leur donne là évidemment quelques petites recettes simples, mais l'idée c'est quand même, face à un pouvoir qui veut à tout prix nous faire consommer pour pouvoir continuer à poursuivre sa politique de laxisme et qui nous ruine, c'est de leur dire on vous coupe les vivres. Voilà. On vous coupe les vivres. L'idée avait été lancée par Gandhi vis-à-vis des Anglais en disant arrêtez d'importer des textiles anglais dans le cadre de sa résistance massive. Et ça a marché. Donc l'idée c'est de dire au lieu on vous demande de consommer le plus possible, eh bien non. Réduisez, ça les obligera à un moment ou à un autre
à revenir aux réalités. Donc nous allons être obligés de nous affubler d'un pagne désormais, de façon voilà, à pouvoir plaider avec un rouet. Plaider à la façon de Gandhi. Alors effectivement, votre article a beaucoup intéressé les gens parce que, au fond, vous traitez non seulement de problèmes de macroéconomie, mais aussi de la vie quotidienne. Et ça, c'est très important parce que quand vous expliquez, par exemple, qu'après tout, pourquoi être abonné à 90 chaînes qui font toutes la même chose, après tout, pour être désinformé, les 4 ou 5 chaînes publiques suffisent largement. Mais bien sûr. Et donc, effectivement, je pense que tout ça, d'ailleurs, beaucoup de gens en sont déjà réduits à le faire. Oui. Beaucoup le font déjà par nécessité. Mais enfin, bon, c'est un article qui s'adressait essentiellement aux classes moyennes, justement, qui ont encore un petit peu de marge. Alors, il reste maintenant à aborder les perspectives politiques. Vous les avez déjà un petit peu esquissées. Bon, on voit bien qu'actuellement, les prochaines élections, qui n'ont qu'un sens très relatif, les élections ont toujours du sens, mais enfin, les élections municipales et surtout l'absence de véritable offre politique fait que la gauche va vraisemblablement gagner ces élections municipales. Certains disent même que la droite va prendre une déculottée, mais ça ne changera pas grand-chose, c'est la même politique. Donc ce qu'il faudrait, c'est arriver à dégager une offre. Alors ces offres existent. Je ne parle pas simplement des actions que nous menons, mais il y a d'autres gens ici et là qui ont des idées, qui aimeraient les exprimer, qui aimeraient même se présenter aux élections s'ils le pouvaient, mais le système est bloqué. Et donc, le véritable enjeu, en fait, c'est l'accès aux médias et l'accès aux élections. Or, l'accès aux médias est complètement bloqué. Regardez ces émissions. Il y a quelques émissions qui méritent d'être regardées au moins de temps en temps. Et qui voit-on? Toujours les mêmes. Ah oui, toujours les mêmes. Et sur toutes les chaînes. Et sur toutes les chaînes. Ce sont toujours les mêmes, ce sont des abonnés. Voilà. Et en matière de spectacle, maintenant, ce sont les pères, les fils et les petites filles, bientôt. C'est les présentateurs, ont leurs filles, leurs nièces. Enfin, c'est pire qu'autant. Enfin, c'est pas pire, mais ça devient comme avant 1789. Exactement. On est dans un système qui est devenu très largement héréditaire. Alors, les perspectives politiques, ben, effectivement, moi, il y a peut-être quand même un espoir, je pense un espoir que du côté des parlementaires de l'UMP, il y a un jour un réveil. Ce n'est pas évident. Je lisais ce matin dans la presse que Nicolas Sarkozy était furieux de leur réaction et qu'il allait les reprendre en main. Donc on ne sait pas, il peut y avoir aussi, je veux dire, des tensions à l'intérieur du pouvoir actuel, qu'un certain nombre de députés disent quand même, on ne sait plus du tout où on va vers la catastrophe, et en particulier la première catastrophe étant de perdre leur place. Ça peut créer à ce moment-là une sorte de réouverture du jeu politique. Mais enfin, pour le moment, on en est très loin. Et je crains, comme vous venez de le dire, qu'on ait une sorte de zapping et de nouveau un coup à gauche pour les prochaines municipales. Et les mêmes discours et la même politique. Autrement, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'espace, puisqu'on n'a pas l'accès aux médias, on n'a pas l'accès aux élections. Mais qu'est-ce que vous voulez, les gens étant tellement désinformés, il faudrait leur tenir, comme vous dites, un langage de vérité qui ne pourrait survenir qu'à l'issue d'une crise. Hein, vous ne pouvez pas, vous êtes médecin, vous ne pouvez pas, à quelqu'un à qui vous avez donné tout le temps de la morphine, lui dire, bah, tenez, je vais vous opérer, il sera furieux. Bien sûr. Hein, les gens sont sous morphine, donc tant qu'ils n'auront pas l'épreuve de la réalité, bah, ils ne pourront pas se réveiller. Alors, espérons quand même qu'à un moment ou à un autre, le peuple le plus intelligent de la Terre, finisse par justifier cette appellation. Même si aujourd'hui on a de bonnes raisons de penser qu'on n'en est quand même pas à la veille. Néanmoins, je pense que les réalités font toujours leur œuvre. Je suis quand même frappé par certains sondages, non pas les sondages d'intention de vote, mais des sondages d'appréciation de la situation, qui dénotent quand même un grand réalisme de la part de la plupart des gens. Alors, ce réalisme n'arrive pas encore à s'exprimer parce qu'il n'a trouvé ni son chemin d'expression, ni son média. Qui pourrait, en quelque sorte, le rediffuser et le faire connaître à d'autres. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être trop pessimiste parce que on n'a jamais, au fond, qu'une seule chance dans la vie de réussir, c'est celle de croire que les idées qu'on essaie de développer finiront
par être adopté par un nombre suffisant de gens pour que ça pèse sur la situation. En tout cas, c'est l'action que nous essayons de mener. Bien sûr, oui. Et en attendant que le succès couronne ces actions, il ne nous reste plus, pour ceux qui croient, qu'à prier, et pour les autres, de faire des vœux, enfin de trouver un moyen quelconque. Il me reste, mon cher Gérard, à vous remercier de votre prestation particulièrement éclairante. Et madame, mademoiselle, monsieur, vous remercier de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. En attendant, gardez le moral, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.